Donc, je vais vous dire quelques mots, Avi, je vais te dire quelques mots pour introduire ta conférence. Quelques mots sous forme de 2 questions essentielles. La première, c'est, comme l'a dit Daniel, on est dans la tourmente. Je dirais qu'on est dans la complexité. On est dans une situation on ne peut plus complexe. Israël est en guerre, une guerre imposée, une guerre essentielle, on ne peut pas dire existentielle, et une guerre qu'il doit mener sur plusieurs fronts. Le front militaire, bien sûr, tout le monde le connaît, Hamas, le Hezbollah, la Syrie, l'Irak, le Yémen, et le front aussi diplomatique, puisque malheureusement, Israël est accusé de tous les maux et traîné devant, comme vous le savez, devant le judiciaire, voilà, de justice. Donc, le front militaire, le front diplomatique, mais aussi sur le front des médias, où malheureusement, sur les réseaux sociaux, on a pris une bonne longueur de retard par rapport aux pro-palestiniens et aux islamo-gauchistes. Et enfin, sur le front idéologique, contre l'islamisme, bien sûr, contre le wokisme, qui fait des ravages en ce moment, voilà, et contre les stratégies des frères musulmans. Donc, je voudrais dire, c'est une opinion personnelle, je pense qu'Israël actuellement est en train de se battre pour la sécurité de ses citoyens, mais il est en train de se battre pour le reste du monde. Même si le reste du monde ne le sait pas, Israël est en train de se battre pour lui. Donc, au fur et à mesure que les mois ont avancé, cette guerre s'est régionalisée. Et on ne compte pas moins de 10 protagonistes qui tournent directement ou indirectement dans cette guerre. Vous avez les protagonistes, les belligérants directs, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, la Syrie, l'Irak, et vous avez des protagonistes qui tournent autour, dont on ne sait pas exactement quel est leur agenda politique, qui est le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, naturellement, et les États-Unis. Oui, l'Afrique du Sud, éventuellement. Et donc, ma première question, Avi, c'est comment tu analyses cette situation et qu'est-ce que tu peux nous dire des agendas politiques de chacun de ces protagonistes? Et j'ai encore une autre question. J'ai une deuxième question qui, elle, porte sur le jour d'après, à la fin de la guerre. Alors, à la fin de la guerre, on verra tous les problèmes que nous aurons à régler, mais je ne voudrais pas qu'on oublie une chose. Je ne voudrais pas qu'on oublie la faillite d'un certain nombre d'organismes, d'un certain nombre d'associations. Voilà. En premier, l'ONU, dont le secrétaire général a tout de suite pris position pour le Hamas. Je ne parle même pas de l'antenne de l'ONU, de l'UNRWA, qui s'est complètement compromise, qui a pactisé activement avec le Hamas. Voilà. Deuxièmement, un certain nombre d'ONG, comme les Médecins du Monde et les Médecins sans frontières, qui étaient dans les hôpitaux, qui savaient ce qui passait et qui ont aussi collaboré avec le Hamas. En tous les cas, au moins passivement. La troisième, c'est la Croix-Rouge, qui s'est complètement déconsidérée pendant cette guerre. Voilà. Et la dernière association, ce n'est pas une association, c'est l'ensemble des grandes associations féministes qui n'ont ni vu, ni lu, ni su de ce qui se passait à partir du moment où c'était des femmes juives qui étaient violées. Et donc, plus globalement, il va nous falloir, après la guerre, réfléchir sur la perte de la boussole morale de l'Occident. Sinon, comment expliquer que dès le 8 octobre, on a vu une flambée d'antisémitisme et on a vu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de gens défiler dans les rues un peu partout dans le monde, y compris en Amérique du Sud, naturellement en Europe, voilà, en Angleterre, et partout.
Et donc, il faudra... Pardon. On a vu des gens donc s'identifier au Hamas, malgré la barbarie qu'on a vue. Voilà. Et c'est ma deuxième question, Abi. C'est qu'est-ce que tu peux nous dire de cette situation et comment tu peux expliquer quel est le point commun de toutes ces organisations qui ont failli? Je te remercie de m'avoir écouté. Et je te passe la parole. Merci à toi, Jacques. Tu aurais pu faire la conférence à ma place. Hein. Merci à tout ce public d'Ashdod. Je vous avoue être particulièrement privilégié de me trouver auprès de vous, de me trouver ici dans une ville du Sud, de me retrouver ici dans une ville qui est presque un condensé, mais on y reviendra, un condensé de ce qui se passe aujourd'hui et la manière dont on doit regarder l'avenir. Puisque vous savez que nous sommes inscrits, qu'on le veuille ou non, dans le futur. Nous sommes un peuple messianique. Vous savez ce que disait Franz Kafka à ce propos. Il disait, à propos du Messie, il disait, mais le Messie, il ne viendra que le jour d'après. C'est dire quel travail monstrueux nous avons à faire et que peut-être on aura déjà fait 110% du travail, qu'il viendra seulement et pour nous accompagner. C'est vous dire à quel point nous sommes inscrits dans le futur. Et ceci est peut-être déjà un petit clin d'œil à ce que nous avons intitulé comme conférence, en gros et en rouge, la vie avant tout. Je voudrais remercier aussi Daniel Taïeb, présidente de l'espace francophone, Linda qui a participé donc à la préparation de cette conférence, et puis tous ceux qui à la technique, tous ceux qui ont pris de leur temps malgré le climat pour venir assister à cette conférence. Il y en aura d'autres, si tant est que j'arrive au bout. Et puis aussi, je voudrais, si vous me permettez, un petit clin d'œil personnel à deux amis qui sont venus. Nous nous connaissons depuis longtemps et j'ai eu la chance dans ce cheminement qu'a été ma vie, que Dieu merci a été très riche. J'en remercie Akadosh Baruch Hu pour cela. Bien, j'ai été enseignant d'histoire-géographie dans un collège, dans un lycée juif à Nice, qui s'appelle Ortora, et j'ai eu la chance d'avoir des enfants de cette famille d'Ashdod, comme d'autres ici en Israël. Parfois je les rencontre et c'est vrai que ça fait plaisir de les voir aujourd'hui à l'armée, en activité ou en train d'étudier à l'université. Donc voilà, ce petit clin d'œil fait. Encore une fois, merci de m'avoir invité et de m'offrir ce privilège d'être ici à Ashdod avec vous. Alors, maintenant on va répondre aux questions parce que quand même, Jacques y tient. Les protagonistes, les agendas politiques. D'abord, je vais vous dire un petit secret. On ne sait la vérité qu'après. Tout ce que vous pouvez entendre des experts sur les plateaux, même aussi bons soient-ils, s'ils sont honnêtes, ils vous parlent d'hypothèses. Ils vous parlent de pistes sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Jamais rien de catégorique. Parce que souvent, ils sont rattrapés par la réalité. Ça s'est arrivé pour la guerre en Irak, la première. On avait sur des plateaux français des experts extraordinaires, des anciens grands reporters de guerre et tout. Et tout le monde vous disait l'embourbement du Vietnam. Rien à voir.
Et quand ça a eu terminé, que cette guerre a été aussi rapide, je parle de guerre, je ne parle pas de guérilla, hein, qui s'est installée après. Cette guerre s'est terminée aussi vite qu'elle a commencé. On les a plus vus sur le plateau et surtout avoir l'humilité de dire mais j'aurais dû prendre des précautions sémantiques au moins, une manière de parler. Alors tout de suite, je voudrais mettre les choses au clair. Nous sommes dans des sables mouvants. Dans ce monde qui, hier, pour ceux qui l'ont connu, et quelques-uns d'entre vous l'ont certainement connu, puisque beaucoup plus jeunes que moi, il était bipolaire. Il y avait le bloc occidental contre le bloc oriental, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Il est devenu depuis multipolaire. Et j'allais même dire, pour vous compliquer les choses, multilatéral. C'est-à-dire que multipolaire, alors on va définir les points et se dire, bon, cet alignement-là, il est dans l'hémisphère nord plutôt, et l'autre dans l'hémisphère sud, il est multipolaire, hein, sauf qu'il est aussi multilatéral. Hein. Il y en a qui sont au nord et qui sont avec des gens du sud. Et comme je parlais de sable mouvant, aujourd'hui, ils sont alliés et demain, ils ne le seront pas. Pire encore, ils sont alliés et en même temps, ils sont ennemis. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour, aujourd'hui, dire les choses. Les choses qu'on peut dire avec fermeté, c'est des choses acquises. Alors, pour parler des protagonistes, les choses acquises, c'est que nous avons un ennemi. Un ennemi qui s'identifie par le nom du Hamas, mais qu'il, vous le savez, est protéiforme. Il s'appelle aussi Daesh, il s'appelle aussi Djihad islamique, FPLP, et puis bien sûr il s'appelle Syrien, et puis je vais vous étonner, mais il s'appelle aussi Égyptien, il s'appelle aussi Jordanien, il s'appelle aussi Libanais, il s'appelle aussi Irakien, etc., etc. Finalement, si je n'ai que des ennemis, quid des accords d'Abraham, et comment c'est possible? C'est les sables mouvants. Les sables mouvants, ça signifie simplement que les amis que vous avez aujourd'hui, pour ne parler que de cette région-là, sont des amis circonstanciels, des amis par intérêt, convergents. Si je vous parle de l'Égypte, la rue égyptienne est bien évidemment très hostile aux Israéliens. En revanche, si je vous parle de l'exécutif égyptien, il est en vitrine très anti-israélien pour calmer la rue arabe, enfin en l'occurrence ici la rue égyptienne, puisqu'ils ne sont pas tout à fait arabes, et puis ils sont en coulisses très pro-israéliens. Quand je dis très pro, c'est très pro. Très pro, très proche. Il faut savoir que dans le cas, par exemple, du maréchal Al-Sisi, devenu le président de l'Égypte, plusieurs attentats contre sa personne ont été effectivement évités grâce à Israël. Si je vous parle du roi de Jordanie, on a dépassé le nombre 12 du nombre de sauvetages que le Mossad a opéré pour sauver la vie à l'époque de Hussein de Jordanie. 12 fois, on lui a évité un attentat. Donc effectivement, nous sommes entourés de gens qui ne pensent pas du bien de nous, mais dont les exécutifs, c'est ça les sables mouvants, peuvent être très pragmatiques. Un jour, vous diront tout le mal qu'ils pensent de nous, telle la déclaration aujourd'hui d'hier de l'Égypte, qui demandait à ce que les outils ne ciblent uniquement que les navires israéliens, ce qui d'ailleurs, petite parenthèse en droit international, est ici un moyen pour nous de les attaquer et de remettre en question les accords de Camp David.
Hein. Mais bon, on n'est pas la première déclaration égyptienne. Je vous rappelle que pendant la période très courte, heureusement, du frère musulman Morsi, nous avons eu plus que notre détour de déclaration plus qu'hostile, existentielle contre Israël, et nous n'avons pas remis en cause pour autant les accords de Camp David. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la vitrine, dans l'arrière-boutique, il y a effectivement des lobbies, souvent militaires, qui nous obligent à préserver effectivement les liens, parce que ça les sauve et que ça nous aide. Ça, c'est les sables mouvants, et ça, c'est de l'acquis. Celui qui dirait que nous sommes ennemis des Jordaniens, c'est quelqu'un qui se trompe. Quelqu'un qui dirait « nous sommes amis des Jordaniens », c'est quelqu'un qui se trompe. Nous sommes dans cette situation où les sables mouvants doivent être effectivement notre postulat pour pouvoir échanger avec nos ennemis de l'arrière-boutique et nos amis de l'arrière-boutique et nos ennemis de la vitrine. Protagoniste parce que, effectivement, on ne peut pas faire sans. Mais alors, dans ce cas-là, puisque j'ai parlé de sable mouvant, soyons sérieux. C'est ce qu'a dit, je le rappelais tout à l'heure, à mon ami Jérôme Haas de Tandem TV, mais qui est aussi guide d'Israël et historien. Je lui disais, mais c'est quand même incroyable que nous ayons aujourd'hui à devoir défendre nos frontières avec autant d'acuité, autant de fermeté, de conviction. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait au moment des accords de Camp David avec l'Égypte en 79 et que nous ayons, par exemple, demandé que le contrôle de l'axe de Philadelphie soit sous responsabilité israélienne et uniquement israélienne, et ce, ad vitam aeternam. Pourquoi ? Parce que c'était une façon pour nous de fermer effectivement la frontière du Sinaï que nous rendions donc à l'Égypte. Une manière de les protéger. Et d'ailleurs, à tel point, c'est que l'Égypte, c'est ce qui explique pourquoi ils ne veulent pas recevoir de réfugiés de Gaza sur leur sol. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, ils ont créé une zone tampon de 30 kilomètres entre la Gaza et donc l'intérieur de l'Égypte. Ces 30 kilomètres-là, ils les ont vidés de toute habitation et bien sûr de leurs habitants. On a été là dans un cadre d'expulsion massive de tous des gens, bédouins et autres, qui vivaient là depuis un certain temps en tous les cas. Et ça n'a gêné personne. Mais le Sinaï est à eux. Donc, ils y font ce qu'ils veulent, mais en tous les cas, cette décision de pousser la frontière à 30 km, ça voulait dire que quand même, on aurait pu garder cette protection minimale, à savoir l'axe Philadelphie, c'est-à-dire la zone de Rafia. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que, comme je le disais tout à l'heure donc à mon ami, Stéphane Goldin a été l'un des premiers, c'est un analyste, ancien responsable de forces spéciales et un très grand analyste, vraiment, de stratégie militaire, qui passe sur une chaîne amie. Stéphane Goldin a dit une chose très vraie, que nous pensons depuis longtemps, mais on était plutôt inaudible aujourd'hui. En tous les cas, dans les cercles militaires de la hiérarchie israélienne. C'est de dire, il ne faut pas penser comme des Occidentaux, il nous faut absolument penser comme, entre guillemets, puisque j'ai dit que c'était pas si simple que cela, comme nos ennemis. La moindre des choses,
c'est de savoir que nous sommes dans des sables mouvants et qu'aujourd'hui n'est pas demain. Et alors là, excusez-moi, mais c'est tellement facile ici de sortir de tout ce clivage politique, droite, gauche, centre, centre-droit, centre-gauche, etc. Et de se dire, oui, les uns sont pour ceci, les autres sont pour cela, etc. Mais attendez, la réalité, elle est tout autre. Elle est tout autre. Il y a eu... on a fait une émission... vous devez certainement pouvoir la voir sur ton MTV, sur les premiers congressionnistes avec Jonathan Simon Selem, qui a écrit sur les vrais protocoles des sages de Sion, et où on a parlé de ces premiers congressionnistes. Et moi, j'ai rappelé que, voilà, qu'un grand prof d'université, séfarade, jérusalemite, vient voir Herzl et lui dit, mais on n'entend pas parler de nos expériences à nous. Nous avons l'habitude de vivre avec les Ottomans. On connaît leur façon de penser. On sait comment ils fonctionnent. D'ailleurs, à telle preuve, une petite parenthèse, sachez que on se trouve à la fin du 19e siècle et voilà que il manque un shochet pour la communauté du district de Jérusalem, puisque Jérusalem était un district à l'époque de l'Empire ottoman, et il manquait un shochet pour les musulmans, etc. Les juifs, vous savez, n'avaient pas le droit, enfin, même si d'aucuns vivaient à l'intérieur, la plupart vivaient en périphérie. Et bien voilà que le shochet que le chef du district ottoman va choisir, c'est un juif. Et donc, c'est pas une question de confiance, c'est une question, il est bon pour ça, on va le prendre. Et on a l'habitude. On avait l'habitude à Tlemcen, on avait l'habitude à Fès, on avait l'habitude à Tripoli, on avait l'habitude à Téhéran. On avait l'habitude de ces gens-là. Et voilà que ce schéma-là, tout simple, a été méprisé par Herzl. On était dans une espèce de camp à soi, entre Ashkénazes, entre gens qui avons vécu la civilisation, des Lumières, etc. Et vous, de l'autre côté de la Méditerranée, qu'avez-vous étudié? Une espèce de hauteur comme ça, qui n'était pas du tout méchante, mais qui était de l'ignorance. D'ailleurs, je suis sûr que je m'adresse à des gens cultivés, vous le savez certainement que c'est le Rav Kook, le premier, qui a véritablement imposé que on prenne en considération le monde séfarade dans ce compromis qu'il fallait faire entre laïcs et religieux au moment de la déclaration d'indépendance. Le Rav Kook, qui pourtant, vous le savez, était assez dur quand même, un homme très très dur, très orthodoxe. Donc, cette façon de penser, ce paradigme, à savoir qu'il faut connaître nos ennemis, est enfin rentré dans l'esprit de la hiérarchie militaire israélienne. Alors, si c'est Herzl qui vous appelle, mon cher ami d'Algérie, alors, donc je disais qu'effectivement, ce nouveau paradigme, savoir identifier l'ennemi et avoir son langage, c'est déjà mettre les pieds dans les sables mouvants. Et savoir aussi s'en sortir. Et là, pour s'en sortir, il nous faut aussi, bien évidemment, nous reposer sur ce que nous sommes, d'origine occidentale. Même nés en Algérie ou au Maroc ou ailleurs, nous avons été pénétrés par la civilisation française qui nous a donné effectivement ce supplément d'âme qui nous permet d'être avec le monde, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud,
est bien capable d'identifier dans la façon de parler, dans la sémantique, dans « il faut cibler uniquement les navires israéliens », savoir décrypter que derrière, ce discours s'adressait qu'à la rue arabe égyptienne. Ça mange pas de pain. Parce que de toute façon, on gardera nos liens clandestins, parallèles entre services de renseignement égyptiens et israéliens. Ça ne mange pas de pain. Les Israéliens ne remettront pas ça en question. Je pourrais d'ailleurs étendre ça à notre meilleur ami du monde, la France, qui, vous le savez, aime bien voter contre nous tout le temps. Oui, mais ça ne mange pas de pain, puisqu'ils savent qu'on va rester, en tous les cas, des alliés. Parce que il fait partie, la France est le 5e pays qui échange le plus avec Israël. Le 5e pays, quand même. Et je vous assure que si je vous parle des années 60, par exemple, début des années 60, la France a été charnière. C'est-à-dire qu'elle nous a peut-être permis, en tous les cas pour une large part, d'être aujourd'hui encore vivants. Donc, oui, il y a ce qui est dit, ce qui est montré, et puis ce qu'il y a derrière la réalité. Quand on est un oriental, on appelait ça avant le langage levantin. Ça fait une façon de dire les choses et de penser autrement. Mais il fallait contourner, il fallait avoir des circonvolutions. Et c'est un petit peu comme les gens qui vous disent « Ah, si vous allez dans ce pays-là, négociez dans le souk. Hein. Et si vous ne le faites pas, vous leur manquez de respect. » Eh ben, il n'est, enfin, sauf, comment la hiérarchie militaire israélienne n'est pas pensée plutôt à cela? Ah, certes, on a des unités d'élite, des départements, des divisions spécifiques, qui, eux, sont là pour ça, pour identifier la sémantique, etc. Sauf que, si c'est pas dans l'esprit de chacun d'entre nous, qui sommes tous des citoyens soldats, a priori, alors c'est réservé à une élite. Et on l'a vu, et on le verra certainement dans les commissions d'enquête qui viendront après cette guerre, ou l'autre, après, eh bien, de voir que effectivement, s'il n'y a qu'une unité d'élite qui est capable d'enregistrer le comment du pourquoi et pourquoi cette sémantique, et là il fallait prendre des précautions, etc., et qu'on ne l'ait pas fait, ça n'a pas été partagé parce que d'autres pensent que oui, mais c'est vrai que mon ami américain, mon ami anglais qui m'a dit que ceci, que cela, etc., et j'ai tellement confiance en eux que cette information-là, c'est une information venant des Arabes, c'est comme d'habitude. Mais attendez, d'abord, cessons cette espèce de schéma réducteur que le monde arabe serait abruti. D'accord ? Ils ont une façon de penser qui est justement de savoir se dépatouiller dans les sables mouvants. Il n'y a qu'une chose qu'on sait reconnaître, en tous les cas, dans cette population, c'est qu'ils ne marchent qu'à la verticale. Pas à l'horizontale comme nous, qui sommes en même temps occidentaux. C'est-à-dire qu'on partage l'information, on respecte le chef, mais on est alignés les uns avec les autres. Eux, non. C'est une verticale. Et en même temps, une verticale qui ne se désolidarise pas tant que ça, puisqu'elle répond au concept de la Oumma, la communauté. Et cette communauté ne doit pas être remise jamais en question sous peine de mort. Et nous, on n'est pas habitués à ça. Et bien là, il faut s'habituer. Alors, si effectivement nous ne savons pas tout cela, si d'ores et déjà nous ne prenons pas les précautions qu'il faut pour identifier la façon dont les protagonistes pensent, dont la façon les protagonistes parlent, dont on devrait effectivement inciter fortement
tous nos enfants à parler l'arabe, à apprendre l'arabe, parce que nous vivons dans cette région, et qu'il est nécessaire de comprendre en même temps que la lettre l'esprit, alors là, effectivement, nous serions peut-être capables d'avoir davantage d'acquis que nous en avons aujourd'hui. Mais j'ai parlé quand même de la vie avant tout. Alors ça veut dire qu'on a quand même des atouts, puisque malgré ce fossé entre notre pensée occidentale et leur pensée à eux, on est toujours là. C'est qu'il y a quelque chose quand même qui se passe dans ce peuple un petit peu singulier qu'est ce juif à la nuque raide. Il y a quelque chose qui se passe. Alors l'agenda politique des nations. J'ai parlé des protagonistes qu'il nous faut connaître. J'ai parlé de ces sables mouvants qu'il nous faut absolument intégrer pour se dire que ce qui est bon aujourd'hui n'est pas nécessairement bon pour demain. Je vous rappelle toutes les signatures dans l'histoire que les pays arabes ont pu signer avec soit le Yishuv, c'est-à-dire avant la renaissance de l'État d'Israël, c'est-à-dire la communauté juive qui vivait en Palestine, Palestine juive, bien entendu, puisque la Palestine, les Arabes refusaient d'être considérés comme des Palestiniens, eh bien, jusqu'à, effectivement, les plus hautes représentantes du monde arabe, notamment le roi d'Irak, qui voulait absolument être le roi de la Syrie-Palestine et qui était le gardien de la Mecque et de Médine, a signé un document avec Chaim Weizmann. Ce papier, il aurait pu ne pas le signer, parce que lui-même a été trahi par les Anglais. Et nous, on avait de toute façon été trahis par les Français et les Anglais dès 1917 avec les accords de Sykes-Picot qui étaient déjà en train d'être préparés. Alors que la déclaration de Balfour, je vous rappelle, date de la même année. Alors, ce qui nous sauve, effectivement, c'est que nous sommes un petit peu comme dans une voiture. Dans une voiture, vous avez bien sûr le pare-brise avant. Et qui s'imaginerait ne pas conduire avec le pare-brise avant? Et il en vient même des fois à penser que le pare-brise avant, il a besoin que de cela. Que finalement ce petit rétroviseur, ce petit carré de miroir n'est pas utile. C'est quoi le rétroviseur? C'est notre histoire. Le rétroviseur, c'est notre histoire. Mais est-ce que le rétroviseur est déterminant? Non. Non. L'histoire ne bégaye pas. En revanche, des schémas non étudiés, non appris, des leçons non apprises, peuvent permettre une reproduction similaire à ce qui s'est passé. Quand vous êtes dans une voiture, vous vous en rendez pas compte, mais vous avez toujours un œil, parfois un clin d'œil comme ça, un petit œil de côté sur le rétroviseur. Pourquoi? Parce qu'une voiture qui vient de derrière, vous ne la voyez pas, et elle peut entamer une action qui peut vous permettre d'anticiper la réaction. Et c'est ça l'histoire. Connaître l'histoire, c'est de savoir que, par exemple, l'Afrique du Sud, qui nous mène au tribunal, pour des raisons électorales, ils sont bientôt l'ANC va devoir affronter les électeurs et ils sont très très mal placés. Donc il leur fallait quelque chose d'international, et quelque chose qui a bien marché chez eux, c'est Durban 1 et Durban 2. C'est-à-dire ces grands forums qui devaient être d'abord le forum contre le racisme et qui sont devenus des forums contre Israël, voire antisémites. Eh bien, l'Afrique du Sud, l'ANC, qui était en perte d'électeurs, lui fallait un grand coup. Et du côté du Fatah, on avait bien compris, parce encore une fois, les sables mouvants, on a l'habitude
de prendre les choses là où le vent tourne. Et ils ont bien compris qu'il y avait ici un petit creux. Et donc, le Fatah est venu donner cet atout à l'Afrique du Sud pour qu'effectivement, il puisse mettre à l'ordre du jour du CIJ, la Cour internationale de justice, le génocide perpétré par Israël, entre guillemets, bien entendu. Si je vous disais que l'Afrique du Sud a une histoire sioniste, si je vous disais que, par exemple, Monsieur Mandela a été très probablement un agent actif sioniste, mais qu'en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'elle a été entraînée par les sionistes. Il a été entraîné, et d'ailleurs, il portait un nom de code. Que pour ceux qui se rappellent un petit peu de l'histoire de l'arrestation de Mandela, il y avait 17 personnes, 13 étaient juives. Que pendant son emprisonnement, ceux qui ne l'ont jamais lâché, ce sont des juifs. Le cabinet d'avocats qui a combattu bec et ongles jusqu'au bout étaient des juifs. Les juifs sud-africains. Alors oui, il faut savoir repérer ce qui est de l'ordre de l'histoire. Si je vous dis que Mandela, aujourd'hui, eh bien, c'était un agent actif du Mossad, ou, en tous les cas, un agent dormant et entraîné par le Mossad, ça fait baisser la pression. Ça vous dit que, finalement, l'Afrique du Sud, son agenda politique, c'est pas la lutte contre Israël. C'est simplement d'abord une raison intérieure, électorale, tout simplement, mais en même temps, de vouloir faire partie de ce qui semble émerger aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de monde multilatéral, de faire partie de ce qu'on disait avant, ces pays non alignés, qu'on appelle aujourd'hui les BRICS. Les BRICS, ce sont donc des pays, finalement, vous savez, les damnés de la Terre. Les damnés de la Terre, donc la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, bien sûr l'Iran, bien sûr, et puis le Brésil de Lula, bien sûr, la Corée du Nord, qui n'est pas vraiment dedans, mais qui joue un rôle d'agitateur, vous savez, l'élève turbulent, mais en fait manipulé, bien entendu, par la Chine. Et puis l'Afrique du Sud, qui a envie d'incarner aux yeux de ses voisins africains une prédominance. Parce que je vous rappelle que les ressources sud-africaines sont comme celles de République centrafricaine ou celles de l'Angola, extrêmement riches. C'est pour ça qu'il y a toujours des guerres entre eux. Donc, il y avait un intérêt pour l'Afrique du Sud, géopolitique, géostratégique, que de vouloir effectivement être à la tête de cela. Mais qui a eu l'idée, ceux qui ont l'habitude des sables mouvants, de cette politique lévantine, à savoir le Fatah de Mahmoud Abbas. Je me demande d'ailleurs si Mahmoud Abbas, qui a très très bien volatilisé, qui a rendu très volatile, en tous les cas, tout l'argent que le monde entier lui a donné, eh bien, aujourd'hui, on ne pourrait pas lui réserver une place dans ce trou qu'auraient creusé les Israéliens, les soldats israéliens à Gaza. Il paraît qu'il y a des cuisines, il paraît qu'il y a de quoi manger, il y a de quoi se restaurer, dormir. Finalement, Mahmoudi pourrait très très bien y trouver une place très bien, et il serait vivant, mais comme un rat mort, et mort comme un rat. Finalement, on peut lui souhaiter de reprendre, de réoccuper Gaza, en tous les cas par le dessous du cimetière. Mais
En tous les cas, chose acquise, le Fatah a effectivement donc donné à l'Afrique du Sud un atout intérieur et international. Alors l'agenda politique de l'Afrique du Sud, c'est celui-là. Mais alors vous allez me dire, l'agenda politique des pays arabes. Si je vous disais à quel point ils sont tous à attendre que le Hamas soit éradiqué, ça vous étonne? Si je vous disais que les services de renseignement aujourd'hui sont à marcher à 2000%, vous croyez que la conférence qui s'est instituée à Paris est juste quelque chose parce que les Américains l'ont voulu? Non, 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 non. Il y a deux choses qu'on apprend dans cette séance parisienne. La première, c'est que les Qataris sont rien. Que ceux qui décident, et celui qui décide en tous les cas, aujourd'hui, qui est en train de reprendre la main sur le monde sunnite, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà l'interlocuteur. Le Qatar n'est rien. Aujourd'hui, le Qatar joue sa survie. Je parle en termes, bien sûr, géopolitiques. Question richesse nationale, il n'a pas trop de problèmes. Mais sa survie géopolitique tient effectivement à ce qu'il réussisse à sauver le Hamas et en même temps à ne pas froisser les États-Unis et donc l'Arabie Saoudite derrière les États-Unis. Parce que les États-Unis, quelque part, pourraient dire « Allez, on en a marre de tous ces gens-là, ils nous fatiguent, on ne les comprend pas, les sables mouvants, c'est pas pour nous. » Et puis finalement, qui c'est qui reste sur le terrain? L'Arabie Saoudite. Qui, elle, bien entendu, ne veut pas qu'il puisse y avoir le moindre rebond possible pour un axe chiite qui viendrait prendre la main avec les frères musulmans sur le monde arabo-musulman dans son intégralité. Donc, d'où, effectivement, que les services de renseignement émiratis, koweïtiens, bahreïnis, tous fonctionnent, bien évidemment, avec Israël à plein, l'Égypte à plein. Maintenant, il y a des pays qui nous échappent, le Qatar. Mais justement, dans cette séance à Paris, on a compris que le Qatar, c'est zéro. Quand il a mal réagi aux propos de Benjamin Netanyahou, qui, en vieux rusé de la géopolitique, l'a un petit peu provoqué, eh bien, il a suffi qu'on rappelle à l'ordre le Qatar pour que le lendemain, son ministre des Affaires étrangères, son chef des services de renseignement, viennent à Paris. Bref, je ne veux pas être... je vais rester poli. Donc, on voit bien ici qui sont les véritables protagonistes qui comptent. L'Égypte, parce qu'elle est aux mains des Américains, et l'Arabie Saoudite. Les autres ne sont que des satellites. Et c'est le choix, effectivement, ici, pour le coup, depuis le 7 octobre, dans une réaction, presque un souffle de fraîcheur de la part de plusieurs acteurs de Tsahal et du politique, que d'avoir compris qu'on était dans les sables mouvants. J'allais dire que le roi du sauvetage en sable mouvant, c'est Bibi Netanyahou. On n'a jamais vu quelqu'un être autant, avec tous ses mandats, depuis plus de 20 ans, tous ces mandats politiques, avoir été tout le temps dans les sables mouvants et toujours s'en sortir. Alors, s'il y a une chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il aurait passé son temps, certains le disent. Il n'empêche que pour un Ashkénaze, lui, il avait compris. Il a compris que la décision de dire 2 États à Bar-Ilan, à l'université de Bar-Ilan,
et puis finalement ne pas le faire, et puis finalement dire depuis le début l'Iran, 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 eh bien c'est d'avoir préparé le monde finalement à ce qui se passe aujourd'hui. On était à 3 semaines d'une resignature des accords nucléaires avec l'Iran, alors que nous savions que nous étions à plus de 80% d'uranium enrichi en Iran. Et pourtant on était à 3 semaines d'une resignature. Est-ce que les gens sont simplement masochistes? Donc, c'est vous dire à quel point nous sommes effectivement aujourd'hui dans un souffle de fraîcheur. C'est pour ça que la vie avant tout, c'est que nous avons appris du rétroviseur. Nous avons appris de quelque chose. Souvent, beaucoup ont fait le rapport entre guerre de Kippour et le 7 octobre. Et il y a bien sûr d'énormes différences. Je vous rappelle que la guerre de Kippour, c'était un État contre un autre État. Donc, pas de ressemblance. D'accord? Mais que dans le même temps, vous avez effectivement quelque chose qui s'apparente, c'est la surprise. Ça veut dire que les autres ne sont pas si bêtes, et pendant que nous, on prend de la hauteur en se disant société, start-up nation, start-up machin, etc., etc., eh bien les autres apprennent de nous. Je vous rappelle ce qu'on dit de Sinwar, ce qui est absolument vrai, c'est qu'il nous connaît parfaitement, qu'il écoute la radio, qu'il regarde la télévision, et que, on le sait aujourd'hui avec cette lettre découverte, où il appelle à plus de psychologie pour faire décliner, faire cliver la société israélienne, c'est dire à quel point il nous connaît bien. Donc nous sommes effectivement dans cette perspective-là où nous devons absolument apprendre de nos ennemis. C'est ce qui commence à se passer au sein même de toute la société israélienne. Je voudrais vous dire, pour terminer, pour conclure, puisque j'arrive au terme des 40 minutes qui m'étaient imparties, 45, pardon. J'essaie de gagner 5 minutes encore, mais enfin. Et il y a eu une étude qui a été faite à l'école de Zichron Yaakov, au lycée principal, 1200 élèves à Zichron Yaakov. Et Zichron Yaakov, ils ne sont pas touchés par les roquettes, ni du nord, ni du sud. On pourrait dire qu'ils ne sont pas concernés. Et pourtant, il y a eu des anciens élèves qui sont morts au combat, et on en a parlé. Il y avait un grand footballeur, par exemple, qui est mort au combat, etc. Donc, ils ont eu, bien sûr, les photos des otages devant leur lycée. Ils ont décidé d'en parler. Et ils en ont parlé. Et ils ont dit une réalité que nous a d'ailleurs apporté David Chawat, qui a été notre invité sur Tandem TV, qui est historien, qui est rave aussi, et qui était soldat, donc réserviste et en parenthèse médicale, mais il a vite été blessé. Eh bien, il nous disait, mais moi, dans mon unité parachutiste, eh bien, il y avait celui qui organisait les manifestations d'avant le 7 octobre et celui qui était contre. Mais les deux, yachar, tout droit, ensemble. Kol echad vekulam beyachad. Donc on a effectivement ici la preuve par l'exemple que ces enfants-là qui ont dit à la fin de l'échange qu'ils ont eu avec des militaires, des familles d'otages, ils ont dit, pour nous, nous sommes le futur, il n'y aura plus ni gauche ni droite, on a été écœurés par ce qui s'est passé quand on était à gauche, par la paix qu'on espérait. Aujourd'hui, nous sommes, réveillés. Exactement. Dans le sens contraire aussi. Il faut le préciser. Vous voulez dire quoi, monsieur, préciser? On va passer au C'est bien, c'est bien. pouvoir donner aussi
toucher aussi la solution. Parce que vous faites maintenant, c'est excellent, c'est beaucoup de détails, mais en quoi ça nous apporte en tant que pays? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, donc une première question, si vous me permettez. Donc, on va rentrer dans les 45 minutes qui me restent. C'est une excellente question. Parce que là, j'ai parlé de la... Allô, allô? Allô? Ah. J'ai parlé de la région. Allez, on élargit le spectre. Nos amis véritables, les États-Unis, eux aussi sont des protagonistes. Ils sont nos alliés, mais ils sont nos alliés circonstanciels comme les autres. Ils ne sont avec nous que par intérêt. Et d'ailleurs, je peux vous dire que... bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'ils nous prennent beaucoup. Et beaucoup plus qu'ils nous donnent. Parce qu'en fait, ils ne nous donnent pas énormément. Même si, en termes d'équipement, j'entends. Non. Là, on va parler entre gens sérieux. Ce qu'ils nous donnent, c'est quelque chose qui, finalement, devrait nous revenir. Parce que sachez qu'aujourd'hui, la plupart des recherches et développements de Raphaël, IAI et toutes les autres sociétés qui travaillent aujourd'hui pour l'armée israélienne sont en même temps les fers de lance de l'industrie de recherche américaine. Que eux, ils nous donnent le volume, mais nous, on leur donne la qualité. Et sans la qualité, il n'y aurait pas le volume. Donc, il faut se dire une chose, c'est que ils ne sont pas philanthropes. Maurice, tu viens de donner le micro au baladeur? Je voulais juste, surtout pas vous contredire, parce que vous avez quelque part raison, mais vous dire que, encore une fois, ils sont pragmatiques, pas philanthropes. Leur intérêt est un intérêt géostratégique et un intérêt économique. Nous leur apportons énormément. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait un accord de libre-échange avec nous, alors que nous représentons 10 millions de personnes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour les Américains? D'accord? Donc, il y a effectivement ici des raisons qui sont bien différentes que celles qui apparaissent comme ça au premier regard. La deuxième chose, c'est que bien sûr, on n'est pas dupe. Je vous le disais, on est dans les sables mouvants. On a appris que il faut absolument acquérir de cette pensée de la région. Mais je vous l'ai dit aussi, on a cet atout, c'est qu'on connaît bien les autres aussi. Et les Américains notamment, on sait qu'ils sont dans une perspective électorale et qu'ils doivent jouer avec leur aile gauche du Parti démocrate. Donc nous devons absolument gérer les choses de façon très 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 pointilleuse, très subtile. Si aujourd'hui, puisque la question a été abordée par mon ami, c'était la deuxième question sur les institutions, Croix-Rouge, et tu as oublié l'OMS, mais l'OMS, Médecins sans frontières et Médecins du monde, et puis toutes les ONG qui travaillent aujourd'hui et qui sont parrainées, et la plupart d'ailleurs, sachez-le, financées par deux entités, Open Society de George Soros, qui, vous le savez, a passé la main à son fils, mais qui a tous ses relais aujourd'hui dans le monde entier, et bien évidemment, le Qatar. Le Qatar qui, depuis le début des années 2000, a investi des centaines de millions de dollars pour toute personne qui faisait un mémoire ayant trait directement ou en périphérie de la Palestine. Des dizaines de millions de dollars pour chaque université, notamment la Ivy League, c'est-à-dire les plus importantes. Et bien évidemment, on se retrouve aujourd'hui avec un branle-bas de combat, même au plus haut niveau de la hiérarchie, direction de ces universités, qui vous disent des choses absolument aberrantes. Pourquoi? Parce que wokisme et autres, etc., ce sont des portes d'entrée, et ça c'est très frériste musulman, hein, c'est le soft power, on rentre par la petite lucarne, on rentre par la fenêtre,
Eh bien, effectivement, ces millions de dollars, aujourd'hui, ont créé des entités, effectivement, très militantes. Et on fait contagion autour d'eux, avec des noms arabo-musulmans. Donc, si aujourd'hui nous savons leur parler, c'est parce qu'on sait qu'il y a aussi des échéances. On sait, effectivement, grâce à l'AIPAC, quel est le sénateur ou quel est le gouverneur d'un État qui, voilà, on le pousse un peu, il devient philo-sioniste, plus sioniste qu'un Israélien. Et c'est arrivé avec le dernier Feitman, son prénom m'échappe, handicapé, presque autiste, mais quand il prend la parole, il a une parole claire, forte, et tout le monde l'aime. Et puis comme il est handicapé, alors personne ne peut vraiment l'attaquer de front. Mais il a une parole absolument claire. Et il est inébranlable sur le sujet Israël. Israël, Israël, Israël. Eh bien, sachez que grâce à lui, Guy Lerdan, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, a pu organiser un voyage extraordinaire avec la Chambre des représentants et donc le Congrès pour finalement emmener des pays qui nous sont, entre guillemets, sachez-le, acquis. Mais c'est la diplomatie, c'est l'image qui compte. Eh bien, effectivement, on va les emmener en Israël pour leur faire visiter le sud d'Israël et j'espère qu'ils auront la chance de venir dans cette belle ville d'Ashdod. Merci beaucoup, Annie. Vous manifestez pour, quand vous avez une question à poser, et on organisera au fur et à mesure. Et vous êtes gentil, vous attendez d'avoir le micro en main, vous faites un coup de Félix, vous attendez d'avoir le micro en main pour parler. Voilà. Alors, attendez, il y a des mains qui se lèvent. Non, il n'y a que celle de Jean-Claude pour l'instant. Le micro. Là, il marche pas. L'autre ne Le marche baladeur. pas. Il marche pas. On peut ou on... Tiens, passe-moi par en dessous. Voilà. Tiens, alors vas-y. Là, on va y arriver. J'ai deux questions. La première, je rebondis sur l'intervention de Félix. Le jour d'après, aujourd'hui, est-ce que la société israélienne est disposée à envisager le jour d'après? Il y a quelques années, l'un de vos prédécesseurs ici, un conférencier, disait le jour où on abordera cette question, il y aura une guerre civile en Israël. Deuxième question, vous avez mis l'accent sur les protagonistes qui sont identifiés par un État, mais il y a un protagoniste qui joue un rôle très important qui s'appelle réseaux sociaux. Et la deuxième, c'est un deuxième protagoniste, ce sont les images. Alors, comment combattre, comment se comporter vis-à-vis de ces réseaux sociaux et comment améliorer l'image d'Israël dans le monde entier, parce qu'il y a un antisémitisme qui révèle l'animosité d'une très grande partie du monde à notre égard. Pour cette dernière question, deux réponses. La première, on l'a perdu d'avance. L'image et les réseaux sociaux, on a perdu. On a perdu, ils sont trop nombreux et ils sont installés partout. Si par exemple je vous donne le nom de Middle East Monitor. Middle East Monitor, c'est une société qui, quand vous remontez le fil, vous aboutissez à M. Kardawi, l'Institut de la Fatwa européenne. D'accord? Et frériste, musulman, et tout ça financé par le Qatar.
Middle East Monitor est traduit en 8 langues. Il touche tout le monde, jusqu'aux Philippins. Donc, c'est vous dire que, de ce point de vue-là, l'argent circule depuis si longtemps, et j'ai parlé des universités américaines, j'aurais pu parler du Canada. McGill, par exemple, l'université de McGill au Canada, est l'une des plus anti-israéliennes qui se connaissent, en tous les cas, sur le territoire canadien, mais même en Amérique du Nord pratiquement. McGill est financée aux 2/3 depuis très longtemps par des fonds, effectivement, saoudis et qataris, mais les Saoudiens avaient d'autres enjeux que celles des Qataris. Donc, on a perdu d'avance. En revanche, et ça c'est une résilience qu'on croit qu'il n'appartient qu'aux Juifs d'Israël. C'est pas vrai. En diaspora, vous avez les gardiens de musée, c'est-à-dire les institutions qui sont tenues par, vous savez, par une espèce de ligne népotiste, c'est-à-dire le fils, le frère, le machin, enfin, ou alors le copain de l'ami, de ceci, etc. Et puis c'est toujours les mêmes. Et puis, ça manque un petit peu de jeunesse parfois. Et donc, ça manque de connaissances des réseaux sociaux. Comment on parle de culture TikTok, de machin, etc. Mais il faut connaître ce monde-là. Donc, quand on le connaît, on sait qu'on peut rien contre. Alors, il y a des gens qui disent, mais si, moi je veux répondre, je veux absolument répondre. C'est jeter une pierre dans l'eau. Alors, on y vient. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a d'autres qui sont pas trop jeunes et pas trop népotistes. Vous savez, ceux qui ont une élection de président, c'est presque un métier, un salaire et une retraite. Bon, là, depuis le 7 octobre, il y a un réveil comme il n'y a jamais eu. Aux États-Unis, il existait des initiatives qui se sont mises en place tout de suite, bien avant le 7 octobre, depuis les opérations notamment de 2014, où effectivement Stand With Us, par exemple, est devenu un des outils les plus extraordinaires, les plus exceptionnels pour lutter contre l'antisémitisme et l'antisionisme, donc au sein du continent américain, nord-américain jusqu'au Canada. Extraordinaire le travail qu'ils font. Ils nous donnent des outils absolument fantastiques. Sauf que personne d'autre le faisait. On avait un congrès juif européen, mais depuis le 7 octobre, les juifs de diaspora ont eu peur. Vraiment peur. Il faut dire que aujourd'hui, à presque 2000 actes antisémites en France, en Angleterre, à presque 2800 actes entre verbaux et physiques. En Allemagne, bon, c'est un peu moins, mais quand même, c'est en pleine croissance. Pour un pays comme l'Allemagne, ça la fout mal. Et bien sûr, les pays du Nord. Et je ne vous parle pas de l'Amérique du Sud, qui est complètement gangrénée par le Hezbollah et par l'Iran. Mais si on tient compte effectivement de ce réveil, il est absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons une expertise. Malheureuse peut-être, mais bien heureuse pour cette fois-ci. C'est celle d'avoir et toujours devoir composer avec nos hôtes, qu'on soit à La Paz en Bolivie ou qu'on soit à Buenos Aires. Il nous faut composer avec les gouvernements, les régimes qui tombent d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Il nous faut composer, comme au Brésil, où les déclarations antisémites sont de plus en plus fortes. Oui, mais la communauté juive qui était un peu anesthésiée est en train de se réveiller, est en train de mettre au pied du mur le pouvoir de Lula, dont certains ont contribué à le faire revenir au pouvoir. Et là, ils ont dit stop. Stop à l'antisémitisme. Pareil donc en Argentine, pareil donc au Mexique, pareil donc. Et si vous voulez, aux États-Unis, où effectivement il y avait des atouts,
on voit de plus en plus de gens dans les universités où il y a à peine un an, par exemple, un an. La fille du consul d'Israël aux États-Unis à New York se trouve à Harvard. Elle est élue par ses pairs pour faire partie du board de l'université. On la refuse, pas en disant parce qu'elle est israélienne ou parce qu'elle a été soldat, mais parce que le calendrier juif n'est pas compatible avec l'organisation des réunions du board des universités. Elle a dû quitter Harvard. La fille du consul d'Israël à New York a dû quitter Harvard et aller dormir plutôt qu'à l'internat là-bas, aller dormir donc dans la maison de son père. C'est vous dire, et elle est bien sûr à continuer ses cours protégée. C'est vous dire à quel point effectivement la situation était dramatique. Et bien maintenant, vous avez des juifs et des non-juifs qui ont été, par exemple, à la suite de la démission de la présidente d'Harvard, Madame Gay, ont été obligés de faire amende honorable, à tel point que des fraternités ont décidé de se faire entendre et de dire « nous, on est pour les Juifs ». Et les gens de Houston With Us, et notamment aussi du campus Hillel, ont décidé de se profiter de ce retournement, pas spectaculaire, mais ce retournement pour l'encourager. Et si ça ne suffisait pas, vous regardiez encore les derniers titres du Los Angeles Times, par exemple, il y a encore quelques jours. Eh bien, le New York Times étant aujourd'hui pratiquement le vecteur de toute l'information de Tsahal, en même temps que CNN, CNN qui était plus à l'extrême gauche, dans l'aile extrême gauche des démocrates américains, eh bien, anti-Trump, anti-Bush et tout ce que vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, CNN, pour la télévision, les images, et donc le New York Times, sont les premiers vecteurs de toute l'information qui concerne, effectivement, la remise en question, notamment de l'ONU, notamment de la Croix-Rouge et notamment du rôle de la Croix-Rouge et de l'OMS et consorts. D'ailleurs, petite parenthèse, on vient de remettre en question, c'est pas encore fait. Vous savez qui c'est qui devait prendre la place du directeur général de la Croix-Rouge au mois d'avril? Je vous le donne en mille. Bravo. Monsieur Krahenbuhl, pardon. Oui, Krahenbuhl. Pour bien le prononcer, Krahenbuhl. Monsieur Krahenbuhl, donc, était le directeur général de l'UNRWA jusqu'en 2019. Et il a été prié de s'en aller après des accusations de détournement de biens, etc. Et puis, en même temps, d'avoir laissé passer des choses inacceptables. Eh bien, c'est lui qui a été choisi pour être le directeur général de la Croix-Rouge. Ça reste dans la famille, sauf que, avec ce qui se passe, et notamment Gilad Erdan qui nomme les choses en attaquant de front Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, eh bien, fait plus que cela. Petite anecdote, Antonio Guterres avait l'habitude, tous les ans, d'aller commémorer le 27 janvier, la libération des camps, à Park East, vous savez, la grande synagogue de New York. Et là, on lui a prié, si ça ne venait pas trop parce que ça risque d'être un petit peu agité. Il n'est pas venu. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, il y a un réveil de la diaspora qui est plutôt bénéfique, parce que, je vais vous le dire, c'est peut-être ça va casser un tabou, mais Israël a besoin de la diaspora. Toute notre histoire a toujours été comme ça. La première question, est-ce qu'on peut reparler de l'après? Est-ce que la société israélienne est... Bon, pour reparler de l'après, je vais être très succinct. Comme je vous l'ai dit, je ne suis
J'aime bien parler des choses quand elles sont arrivées. Donc je vais vous donner quelques hypothèses. L'hypothèse, c'est que les sables mouvants, le réveil, tout ce qu'on vient de dire, on en a pris la leçon. Qu'au sein de la hiérarchie militaire, nous avons pris une claque et il y aura d'autres gifles qui seront données dans quelques temps. Et le temps viendra où effectivement les choses seront remises à leur place. En ce qui concerne Israël et donc sa géopolitique, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est pragmatique. Tout le monde a envie que le Hamas disparaisse, et notamment que l'Iran, qui est l'agitateur premier de tout ce qui se passe, mais pas simplement depuis 2015, les premiers accords nucléaires. Sachez que ça date depuis 2003, où un accord a été fait entre le gouvernement chinois, le gouvernement de Pékin, le Hezbollah, donc l'Iran, d'accord, et à l'époque Hugo Chavez, pour justement organiser une espèce de cabinet fantôme des non-alignés, pour permettre à l'Iran, qui avait du pétrole, qui ne pouvait pas le vendre, eh bien, de le donner à la Chine, qui en avait bien sûr besoin parce qu'elle n'a pas de ressources, et bien entendu, se servir du Hezbollah pour pénétrer à peu près partout, ce qui fait qu'aujourd'hui le Hezbollah est l'une des armées, des unités d'élite peut-être les plus accomplies qui existent aujourd'hui. Ils ont tout fait, les cartels, ils ont fait toute l'Amérique du Sud, ils ont fait les guerres de Syrie, ils ont fait les guerres d'Irak, ils sont très près. Donc le jour d'après, bien c'est un petit peu ce que nous sommes en train de préparer. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre sera maîtrisée, pas conclue, mais maîtrisée, alors tous ces gens-là reviendront vers nous. Pourquoi? Parce que nous avons l'expertise, on sera sorti gagnant. Ah, si on sort perdant, il n'y a personne qui nous aidera. Mais en revanche, si nous sommes gagnants, je peux vous dire qu'ils vont se bousculer au portillon. Et d'ailleurs, on annonce, puisqu'il faut aussi en parler de l'économie, Moody's vient de nous descendre de quelques points encore, de 2 points. C'est pas grave en soi, hein, franchement, hein, puisqu'on a une économie solide. On a un trésor de guerre qui est très important en Israël. Mais en revanche, ce qu'on prévoit effectivement pour le jour d'après, c'est une explosion de nos hautes technologies, et notamment celles liées, bien sûr, aux militaires. On ne manque pas aujourd'hui de sachez que le Maroc, qui devait acheter des avions et des outils technologiques normalement à la France, comme par habitude, par tradition, eh ben c'est à Israël qu'elle s'est adressée. Elle s'est y adressée en pleine guerre avec Gaza. Donc c'est vous dire que le réalisme, le pragmatique, ce qu'appelait Bismarck le réel politique, vous pouvez compter là-dessus. Demain, la guerre est terminée et on risque d'avoir un effet, je crois qu'on appelle ça un effet Coupe du Monde, où tout le monde va se précipiter effectivement sur Israël. Les Israéliens, comme d'habitude, se précipiter en bons libéraux qui sont, en bons individualistes qui sont, sur les centres commerciaux pour dépenser leurs cartes bancaires, etc., du jour au lendemain, comme après le Covid. Je vous rassure, on récupérera nos billes. Maintenant, est-ce que le monde, lui, on ne peut pas vivre sans lui? Alors, est-ce qu'on pourra récupérer une tranquillité? Bien sûr que non. Quand je parlais de ces pays non alignés, on est toujours au bord d'un débordement de la marmite. Elle est brûlante. Si aujourd'hui l'Iran devient détentrice de l'arme nucléaire, et avec ces satellites qu'elle a envoyés, vous savez qu'elle est capable d'avoir des missiles balistiques. Si elle a des missiles balistiques et qu'elle a de l'uranium enrichi à 90%, elle est tout à fait opérationnelle, et même plus tôt que prévu, pour disposer de l'arsenal nucléaire. Si l'Iran a l'arsenal nucléaire, il va y avoir une course à l'armement nucléaire pour tous les pays voisins. Tout le monde la voudra. Auquel cas, on va marcher effectivement sur des œufs. Alors,
Oui, il y a Félix, ensuite Jacques, ensuite vous. Avi, est-ce que tu peux faire des réponses plus courtes, sinon tu vas bouffer le carter, les 45 minutes de questions, d'accord? Félix. Merci. Et dans mon petit avis, d'après tout ce que j'ai entendu, et nous sommes les meilleurs du monde, nous sommes très parfaits, nous n'avons rien absolument à changer chez nous. C'est ce que j'entends. Toutes les réponses sont dans ce sens-là. C'est comme ça que je les comprends, moi. Il se peut que je me trompe, évidemment, mais c'est mon idée. Pour ce qui est réseau social, le problème est que nous avons absolument délaissé tout ce qu'il fallait comme explication dans le monde, et on a même nommé des ministres qui sont incapables de remplir leur poste, comme la ministre de la propagande qui a démissionné, qui ne savait absolument rien du tout. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, les affaires étrangères aussi ont été tout à fait délaissées. Même le ministre, regardez un petit peu les ministres, regardez un petit peu leurs capacités, et regardez, et posez-vous la question, en quoi ils pouvaient aider Israël. Nous avons délaissé pas mal de choses. Donc il faut, au début, si nous voulons un petit peu avancer, nous améliorer, il faut faire mea culpa kodem kol. Et ça, nous ne le faisons pas du tout. Donc c'est la même conception du gouvernement. Je l'entends ici aussi de la même façon aussi. Et il faut absolument qu'on soit absolument aussi vis-à-vis de ce que nous faisons pour savoir ce qui se passe. C'est pas normal. Quand on reste chez nous et de s'attendre à ce que tout va s'améliorer, tout va changer. Tout ne changera pas tout seul. La question. L'intervention. Jacques. Je vais juste répondre très rapidement à cette question subliminale, puisqu'elle n'a pas vraiment été exposée. Très rapidement, j'écoute Jacques, c'est mon mentor. Nous sommes dans une prise de conscience, sachez-le, depuis le 7 octobre. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un réveil, aussi bien ici qu'en diaspora. Et nous ne sommes pas les meilleurs du monde, mais nous sommes les plus experts, par la force des choses, la force malheureuse des choses, oserais-je dire. Mais en revanche, pardon? Non mais sachez que, encore une fois, nous sommes des experts. Vous savez, c'est un petit peu comme Yankelevitch quand, à la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, on lui a dit si vous voulez continuer à enseigner en allemand, il a dit non, plus jamais un mot allemand. Mais comment on peut faire quand on est philosophe et que les 2/3 de la philosophie est allemande? Voilà. Donc, effectivement, Yankelevitch s'est mis à parler l'hébreu et s'est mis à parler anglais, il s'est débrouillé. Nous sommes experts dans cette débrouillardise parce que on y est obligé. Maintenant, en ce qui concerne les réseaux sociaux, etc., encore une fois, je vous l'ai dit, on ne peut pas lutter pour. Et est-ce que la question est fondamentale à l'heure où je vous parle? Non. Et il y a des phases nécessaires. Là, c'est la phase militaire. J'ai dit qu'on pouvait contrôler, on pouvait maîtriser, mais on ne pouvait pas conclure. Donc, jusqu'à ce qu'on ait conclu quelque chose, il va se passer des lustres et des lustres. En revanche, on peut effectivement améliorer des choses et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, sachez-le, 60% des réservistes sont aujourd'hui à vous dire qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc ces gens-là changent la donne. Et si je vous dis que 83% d'entre eux disent que quand ils reviendront en Israël, une fois leur mission terminée, ils ne veulent plus entendre parler de différence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de ce lycée de Zichron Yaakov qui, a priori, n'aurait pas été concerné. Non. Oui. Mais j'ai pas dit ça. Mais non. J'espère que vous... Voilà. Au jour d'après, Jean-Claude, voilà. Le jour d'après, il y aura peut-être, il faut espérer moins de... Votre question, encore une fois, c'est qu'on n'est pas tous des experts,
on n'est pas tous on n'est pas tous les meilleurs du monde, et que finalement, il va bien falloir changer les choses. Et vous m'avez parlé de ministres qui ont disparu, donc faire le ménage. Nous sommes d'accord? Oui ou non? D'accord. Alors, donc, sachez que, par la force des choses, je le dis tout à l'heure, il y aura une commission d'enquête. Et chaque chose en son temps. D'abord, nous sommes dans la phase militaire, et il y a déjà des choses qui se font. Maintenant, ce qui concerne, par exemple, la maîtrise de Gaza, c'est une vraie question. Et j'en ai parlé tout à l'heure avec l'axe Philadelphie. C'est une réalité qu'il nous faudra affronter. Et on le fera que si on est gagnant. On ne le fera que si on est gagnant. Si on est en situation de faiblesse, nous ne pourrons pas discuter avec les Égyptiens, ni même avec les Américains qui nous imposeront leur agenda. Donc, il faut que nous soyons gagnants. Il faut donc aller jusqu'au bout. Oui, mais les otages. Ah, mais les otages. Alors, on ne discute qu'avec les gagnants. c'est pour ça qu'ici, tout à l'heure, Jacques, je crois, a prononcé le mot existentiel, essentiel, existentiel. Mais il a parfaitement raison. Parce que le côté existentiel, c'est pas que demain nous mourions, mais après-demain. Donc la question, elle est effectivement que chaque chose en son temps. Nous devons gagner cette guerre, absolument, pour pouvoir nous imposer et parler un langage que tous les autres voisins connaissent, un langage fort. Avis, je dirais même plus, on n'a pas le droit de la perdre. Pas seulement pour nous, mais comme tu disais, pour les Juifs de la diaspora aussi. Alors, une question de Jacques. Et, non, la dame derrière, après, oui. Madame, vous voulez bien approcher parce qu'on ne peut pas envoyer le micro jusque là-bas. Jacques va poser sa question. Ensuite, vous posez la vôtre. Ensuite, voilà. Et après, vous répondez. Voilà. Je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité de votre exposé brillante. Et je vous poserai 2 questions, même si j'en ai une dizaine. La première est que vous avez insisté à juste titre sur le côté conflictuel des partenaires qui décident un peu de tout. Et je me pose la question, comme vient de dire Jacques également, vous avez insisté au regard de ce qui est intégré dans le titre sur le côté raison existentielle. Que faites-vous de l'utopie par rapport à la paix? Première question. Et la deuxième, je vais dire peut-être plus terre à terre. On entend souvent, et je ne suis pas le seul à poser la question, de savoir si effectivement, quand on entend aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire, il faut éliminer, éradiquer le Hamas. Sur le plan militaire, c'est possible, mais on sait que sur le plan idéologique, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah non. Merci. Alors moi j'ai une autre question qui est peut-être un peu plus générale et un peu plus compliquée parce que je pense que le pays qui fait vraiment qui a un énorme impact, c'est l'Iran. Et quand on sait que la population iranienne voudrait vraiment se libérer du régime des mollahs, est-ce que les pays occidentaux, les grandes puissances occidentales, pourraient pas agir dans ce sens et aider les Iraniens? Troisième question. Oui, bonjour. Bonsoir. Nous savons tous que la Grande-Bretagne essaye de rallier quelques pays pour donner un État palestinien. Alors, quelle est votre pensée, quelle est votre position sur cette question-là? Bien, avant que tu répondes à vie, je voudrais juste prolonger un tout petit peu la question de Jacques. Celle qui est, bien sûr, on peut éradiquer le Hamas militairement, mais on ne peut pas éradiquer l'idéologie. Mais sans prétendre l'éradiquer, comment on peut expliquer que l'Occident, la France en l'occurrence, ne prenne pas conscience du danger que représentent les frères musulmans pour eux-mêmes, pour la France elle-même? Les frères musulmans ont été interdits dans un certain nombre de pays d'Europe, la France pas encore. Et donc, comment tu expliques cette non-prise de conscience? Pardon?
Non, 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 madame, non, non, vous me direz tout à l'heure quand vous aurez le micro. S'il vous plaît, soyez gentil, venez ici, je vous donne le micro. Voilà, et vous me le dites rapidement pour que tout le monde puisse parler. Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas intervenu. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Mais là, quand vous parlez de la France, je peux vous apporter un témoignage. Nous sommes en juillet 2015, à la commémoration de la rafle du Veldiv. Je me permets, moi, madame n'importe qui, d'interpeller madame Hidalgo. Je vous rappelle qui est madame Hidalgo. Je l'interpelle et je lui dis, madame, vous savez que nous sommes à la veille d'une nuit de cristal. Quelle a été sa réponse, à votre avis? Nous sommes au courant. Voilà. Et maintenant, pour une autre question, là maintenant, notre problème principal, c'est que nous devons faire la paix avec nos voisins. C'est ça le problème. Vous aimez bien parler en dehors du micro, madame. J'attends que madame voilà. C'est très bien, madame. C'est très important de prendre la parole. Et c'est très bien. Vous savez, on a tendance à mal nommer les choses, à mal nommer la phrase de Albert Camus. Il disait pas mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il disait mal nommer un objet, c'est mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. Pourquoi objet et pas les choses? C'est important, objet. Vous savez que le mot d'avare, c'est aussi une chose, mais c'est aussi une parole. C'est très important. Donc, que vous ayez pris la parole, madame, pour donner ce témoignage, vous avez absolument raison. Mais ça, madame, pardonnez-moi de vous le dire, c'est de la vitrine. On s'en fiche, madame Hidalgo. Si vous saviez à quel point on se fiche aujourd'hui que l'exécutif de M. Macron vienne ici nous dire une chose et puis le lendemain à la BBC une autre, mais on s'en fiche. Les Israéliens n'y prennent même pas attention. Et les Juifs, jusqu'à M. Arfi qui semble avoir pris la mesure de ce qui se passe, même si je l'imagine pris dans cette mélasse de la courtisanerie avec les politiques français. Je me rappellerai toujours des gens qui me disaient « Ah, mais tu sais, j'ai le numéro de téléphone du maire de... Ah, tu sais, j'ai le... » Bon. Oui, monsieur Jonathan Arfi, c'est le président du CRIF. Mais c'était un ancien président aussi des étudiants juifs de France. C'est quelqu'un qui, en tous les cas, depuis le 7 octobre, a changé. Voilà. Il a mal tourné pour les politiques français. D'accord ? Et je dois dire que d'ailleurs, dans le dernier ouvrage du CRIF sur, justement, le débriefing du CIJ, de la Cour internationale de justice, je vous conseille de le lire. C'est un travail qui a été fait tout de suite avec le CRIF, avec des gens compétents pour une fois, et donc on a effectivement de quoi se défendre. De quoi se défendre quand on se trouve devant des gens, mano à mano, qu'on peut convaincre. Sur les réseaux sociaux, oubliez-le. Oubliez. Il y a trop d'inculture, et puis en même temps, c'est vrai que c'est TikTok. C'est le slogan. Si par exemple, je vous dis, l'hôpital de Shifa a été bombardé par les Israéliens. Si je vous dis, les Israéliens sont accusés de génocide. Si je vous dis, les Israéliens tuent leurs propres soldats, et que je ne dis pas le reste.
Eh bien ça c'est TikTok. Que le titre. Et je me fais donc un avis. Je donne un avis. Alors Madame Hidalgo ne connaît rien de la situation. Et pour la connaître personnellement, je peux vous dire qu'elle ne connaît rien de la situation. Elle a des gens qui connaissent pour elle quand elle a besoin, et notamment des juifs un peu de cour, qui lui disent des choses. Et puis après, elle a ses spin doctors, c'est ce qu'on appelle les gens de communication, qui viennent lui dire voilà ce qu'il faut dire et comment il faut le dire, tu comprends, parce que l'électorat, je vous rappelle que le président fondateur de l'IRIS, l'un des plus grands outils géostratégiques, géopolitiques de France, Pascal Boniface, disait en 2003, plutôt que de choisir la population juive, il faudrait absolument flatter la population musulmane en attaquant Israël. Voilà ce que disait un président d'un institut scientifique géopolitique. Si vous saviez, moi qui suis sur les réseaux sociaux, d'ailleurs allez lire à Vivant Vetter, LinkedIn, etc., j'ai fait un petit truc sur Ashdod, parce que je vous aime bien. Eh bien, si vous saviez le nombre de collègues de l'université, mais qui disent des choses absolument aberrantes, voire antisémites, parce qu'aujourd'hui, on s'affiche. On a passé le pas. On s'affiche. Oui, comme cette jeune fille Thomas, qui dit bah oui, moi je suis antisémite, moi. Oui, et alors? Voilà, et j'assume. Et elle n'est pas la seule. Donc, vous avez effectivement aujourd'hui des pouvoirs qui ont été mis en place, je le disais avec le Qatar, depuis très très longtemps. Et contre eux, on ne peut rien faire. Alors, il faut compter sur le réveil de ces fameux experts, pardonnez encore, de ces fameux experts que nous sommes, où nous avons dû parfois nous compromettre, parfois naviguer dans les eaux malheureuses, mais qui font qu'aujourd'hui, parce que nous sommes attaqués de toutes parts, on ne peut plus faire de concessions au compromis, au modus operandi. Non. Aujourd'hui, il faut se réveiller. On serait presque devenus des wokistes. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a de quoi non pas être absolument confiant au point que de redevenir, comme après la guerre d'usure, comme après la guerre de Kippour, baisser la garde. Mais au contraire, parce que même nos ennemis nous le disent, vous aurez un autre 7 octobre. On a arrêté 3 personnes aujourd'hui à Jenin. Ces 3 personnes envisageaient le même attentat que le 7 octobre. Et là, nous sommes en Judée-Samarie. Donc il y a effectivement de quoi aujourd'hui être toujours en veille, d'avoir de l'humilité, mais de reconnaître ce que nous sommes. Nous ne sommes 0,1% de la population mondiale, c'est-à-dire strictement rien. Nous sommes rien non plus en termes d'économie qui pourrait influencer le monde. Et pourtant, nous sommes focusés. Nous sommes comme s'il n'y avait qu'un point dans le monde, à savoir cette petite bande de terre où nous sommes. Enfin, sur l'Iran, pour répondre à madame, sur l'Iran, sachez que nous intervenons régulièrement en Iran, d'ailleurs, il arrive qu'on se fasse arrêter. On intervient régulièrement pour aider, encourager, mais ça c'est le jeu de tous, pour que effectivement la population, et notamment dans la zone sud-est et la zone ouest de l'Iran, pour encourager donc les manifestations. Les manifestations, comme c'est un pays dictatorial, un régime répressif, et ça se termine par des milliers de morts, rien qu'à Ispahan. Ispahan, 9000 morts. La presse en a parlé? Une cour internationale de justice? Pas un mot. On a effectivement, avec l'Iran, aujourd'hui, une carte qui est jouée, non pas en Iran, parce que le système est trop verrouillé par les gardiens de la révolution,
Mais on a une chance, un atout, c'est celui de toute la diaspora iranienne qui devient de plus en plus, effectivement, en tous les cas, libre de parole, parce que protégée. Je vous rappelle que, encore il y a une semaine, un Iranien et deux Hollandais, je crois, enfin je sais plus, enfin bref, pardon, c'était des Canadiens, deux et un Iranien ont été arrêtés. Ils projetaient d'organiser l'assassinat, comment dirais-je, comme une mission comme l'opération Nili, où on va attraper tous les responsables du 7 octobre, mise en place par Tsahal, par l'État d'Israël. Eh bien, ils avaient mis en place une opération comme ça pour éliminer toute opposition. On les a arrêtés. Devinez quelles sont les écoutes qui ont réussi à les arrêter? Les Israéliens. Par l'aide de qui? Des Égyptiens. Donc, bien sûr qu'on fait tout ce qu'on peut aujourd'hui pour permettre à ce que l'opposition iranienne soit celle qui prépare peut-être un lendemain. Personne ne compte sur la réaction de Biden après les 3 soldats américains qui ont été tués. Personne ne compte sur une solution radicale. S'il y a solution qui se prépare, la solution ne viendra pas après un acte aussi mineur. Elle viendra effectivement par surprise et dans une coalition. Et enfin, la question sur la Grande-Bretagne et donc la création d'un État palestinien. Encore une fois, il faut lire tout le texte. Il propose un État palestinien, mais pas tout de suite. Seulement quand on aura changé les têtes de l'autorité palestinienne, qu'ils auront prouvé leur bonne foi, et seulement quand il y aura un accord avec Israël. Bon, d'ici là... oui, militaire. À la question donc sur, et Jacques a précisé très justement, on ne peut pas vaincre une idéologie comme le Hamas. Mais celle du Hamas, excusez-moi, mais c'est les frères musulmans. Et ils sont partout. Je vous disais Kardawi, Institut de la Fatwa européenne, il vit à Dublin. Donc, soyons sérieux, ils sont partout. Eux, pas nous. Mais en revanche, si des fois, comme toute l'histoire de cette région le montre, si des fois vous montrez un signe de faiblesse, le château s'effondre. Il restera l'idéologie, mais c'est une idéologie protéiforme, c'est-à-dire qu'elle prend la forme de celui qui, tiens, il a envie d'avoir une référence qui parle aux médias, alors je vais dire que je suis de Daesh. Il n'est pas de Daesh, c'est un gang, des gangsters, c'est des gens qui sont des criminels, qui veulent tuer, qui veulent prendre de l'argent, et ils disent qu'ils sont Daesh. Ça fait peur en plus. On fera pareil avec le Hamas, le FPLP ou le djihad islamique. Est-ce qu'on peut les éradiquer? Mais si des fois, Sinwar, Def et Deiri sont zigouillés, croyez-moi, la rue de Gaza, mais seront les premiers, d'ailleurs moi je leur conseille à l'armée de ne pas le faire eux-mêmes, de dire, écoutez, on va vous rendre à votre peuple. Dans les quelques secondes qui ont suivi, ils sont démembrés, ils sont renvoyés par petits morceaux à leur famille. Donc ça, c'est le pragmatisme. Alors une dernière question, Jean-Claude. Oui, pour compléter la question sur l'Iran, vous avez dit que, à juste raison, que les
les habitants, les Iraniens manifestent énormément et se font tuer. Que pensez-vous de l'attitude des pays occidentaux, États-Unis et autres? Je pense déjà à Obama il y a quelques années. Et il devait normalement bouger et aider le peuple iranien. Il n'a pas fait. Et que pensez-vous aujourd'hui que peuvent faire les pays occidentaux? Je vais me lever pour que tout le monde voie pour la dernière question, hein, dernière réponse. C'est une excellente question, qui d'ailleurs se complète toutes les bonnes questions et les bonnes remarques de tous d'entre vous ici. L'Iran, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je prenais l'image de la vitrine et de l'arrière-boutique. En vitrine, vous avez même Monsieur Séjourné, le ministre des Affaires étrangères français, qui est allé pratiquement embrasser les babouches de Monsieur Récy. Récy. Jamais comment on prononce son nom. Enfin bref, c'était juste aberrant. Au moment même où Monsieur Macron, président de la République française, dit que l'Iran est responsable de l'agitation régionale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a la boutique et l'arrière-boutique. Vous savez que pendant la première guerre en Irak, qui s'est déclenchée donc en janvier 91, pardon, nous avions organisé, la France, participé, pardon, mais organisé parce qu'on était les plus nombreux, la foire à Bagdad. C'est-à-dire qu'il y avait eu déjà l'invasion du Koweït, et ceux qui étaient les plus nombreux en stand, pressant, avec toutes les grandes sociétés françaises et tout, c'était la France. Alors que c'était Mitterrand à l'époque, et le président, et donc le 27 janvier, rappelez-vous, il y avait l'échéance butoir où tu rends les armes ou tu ne les rends pas. Et bien évidemment, il ne les a pas rendus. Il a disparu. D'accord? Donc, l'Iran est aujourd'hui acculé à ne pas perdre une seule de ses batailles, que ce soit via ses proxys ou que ce soit bien sûr localement. Elle ne pourrait pas se permettre des émeutes, mais là, les gardiens de la Révolution veillent au grain. Elle ne pourrait pas se... Et puis, aux yeux du monde, on s'en fiche, ce ne sont que des Perses, ce ne sont que des Iraniens. En revanche, elle ne peut pas se permettre de perdre le Hezbollah. Elle ne peut pas se permettre... Elle peut perdre le Hamas, mais elle ne peut pas se permettre de perdre le Hezbollah. Et c'est pour ça que vous avez cet attentisme-là. Et c'est pour ça que d'aucuns, quelqu'un disait, est-ce qu'on pourrait avoir la paix avec nos voisins? Mais il faudrait juste avoir un interlocuteur fiable. Soyons juste avec un peu d'humilité à dire, vivons en paix et essayons d'éviter les problèmes. Faisons un peu comme avec certains pays où nous ne sommes pas en paix, mais nous sommes en situation de non-guerre. C'est cela que pour l'instant on est capable d'avoir. On n'est pas capable de plus, parce que la confiance à long terme n'est déjà pas, alors on dit un juif, 3 opinions, mais alors 2 pays arabes, 2 entités arabo-musulmanes ensemble, mais c'est la guerre. Je vous dis, vive à la verticale. Donc soyons justes à penser comme eux, à être nous-mêmes, c'est-à-dire un peu d'Orient, un peu d'Occident. Essayons à chaque fois de choisir les bonnes décisions ponctuelles, même si le lendemain on en prendra une autre. Faisons comme eux. Et soyons toujours à garder, et ça c'est important, notre éthique. Un pays uni, un pays fort, un pays déterminé, indivisible. On peut discuter de tout. La prise de parole en Israël, c'est plus que
c'est plus que, vous savez, les congressionnistes, si vous saviez ce qu'ils se sont dit, c'était juste ahurissant, mis à part Pinsker et Nordau et Herzl qui s'entendaient comme larrons en foire, mais les autres, mais c'était des attaques absolument ad hominem, terribles, terrifiantes, et pourtant on y est arrivé. Donc il faut savoir que la prise de parole qui est la base de notre démocratie sera toujours présente en Israël. Les gens pourront toujours dire que je ne suis pas d'accord avec ci, je ne suis pas d'accord avec ça. En revanche, rien ne devra plus jamais, après le 7 octobre, remettre en question notre unité. Parce que notre unité, si elle a la moindre fissure, elle est vue par les autres comme un signe de faiblesse. Alors, merci. En votre nom, je remercie Avi pour cet excellent moment, cet éclairage. Et puisque tu parlais de la capacité d'Israël à s'adapter au changement au pluriel successif, je veux te faire cadeau d'un petit proverbe d'un pote à moi qui est Li Wanfo, qui est un Chinois du IIIe siècle, et qui a dit « Ne te plains pas de la lumière, ne te plains pas de l'obscurité, deviens la petite lumière. » Ça résume très bien ce que tu viens de dire. Et souhaitons que, comme le dit notre tradition, Or Hagoïm, ce n'est pas d'être un peuple élu, mais c'est d'être un peuple responsable devant les nations. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, et une dynastie de prêtres et une nation sainte. Alors, travaillons un petit peu à corriger nos défauts, mais toujours unis pour la même chose. Amen. Merci à vous et merci notre camarade à la régie, à Maurice. Merci. Merci Maurice. Maurice. Merci à vous.